Bonjour à tous, vous venez de lancer l'épisode 2 de la nouvelle émission Androtech, la première émission hebdomadaire dédiée à Android. Ensemble, nous allons débattre autour de l'écosystème de Google. Ce podcast est une collaboration entre le site Frandroid et la chaîne tech.tv que vous retrouverez sur vos écrans tactiles dès l'année prochaine. Je vous présente l'équipe juste après le sommaire. Au sommaire cette semaine, une actualité chargée en changement du côté d'Android. Les adeptes de Flash Player viennent de perdre en partie son support sur KitKat, mais gagnent celui du format RAW, ce qui nous donnera l'occasion d'évoquer la photo sur Android. Nous parlerons également réseaux sociaux avec le destin de WeChat, mais aussi de smartphones solides à l'occasion du lancement du Quechua Phone conçu par Arcos. Le test de la semaine nous emmènera du côté d'une autre marque low cost, Wiko, qui vient de sortir son Dark Full, son premier smartphone à écran Full HD. Ce sera l'occasion d'un face-à-face avec l'autre marque chinoise, Alcatel One Touch, qui vient de sortir son concurrent l'Idol X. Nous verrons ensemble ce qu'ils ont dans le ventre. Et pour rester dans le sujet, le débat de la semaine concernera les marques chinoises que l'on voit de plus en plus sur le marché français. Peut-on acheter les yeux fermés ces produits low cost ? Ce sera la question du jour, juste avant de passer à une sélection que l'on vous conseille cette fois sans hésiter, celle des applications de la semaine. Comme chaque semaine, je ne serai pas seul à vous présenter Androtech, j'ai avec moi toute une équipe de passionnés, à commencer par Baptiste, notre mécanicien chez Humanoid. Salut Loïc. On a également Pod. Pod, vous le connaissez sous le pseudo de Crovax, c'est notre dompteur de trolls et il est également entrepreneur et fondateur de Frandroid. Salut à Loïc, salut à tous. Laure, elle accepte et supporte nos blagues, c'est notre responsable éditorial. C'est ça, bonjour. Et derrière son écran, à côté de la régie, c'est Edouard. Ouais, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis venu habillé comme il fallait pour le podcast. Alors chaque semaine, tu vas venir avec un nouveau t-shirt, c'est ça? Ouais, je vais essayer de tenir le pari. Et d'ailleurs, il y a même des petites figurines sur la table. Je vais essayer aussi chaque semaine d'en changer. De présenter une nouvelle figurine. C'est ça. Et que serait l'émission sans un bon animateur? Ulrich, on est reparti pour une nouvelle émission. C'est parti. On commence par la partie actualité. Alors Laure, quoi de neuf cette semaine? Du neuf, c'est plutôt du vieux d'ailleurs avec Flash Player. On avait du support qui était encore plus ou moins présent avec une APK jusqu'ici. Et là, avec KitKat, Flash Player disparaît. Ok, on pourrait résumer. Adobe a arrêté de supporter Flash sur Android il y a déjà ça fait un moment maintenant. Mais on pouvait encore l'installer. Voilà, manuellement, donc au niveau des mises à jour c'était un peu plus compliqué, mais maintenant ce n'est plus vraiment possible. Alors c'est plus vraiment possible, alors, du coup je vais me tourner vers Edouard ou Pod. Forcément. C'est plus vraiment possible, il y a encore une possibilité d'installer Alors en fait, ce qui se passe c'est que Google a fait des modifications, parce que pour simplifier, Flash c'est en fait une extension qu'on peut mettre sur le navigateur, et cette extension elle est écrite en code natif, et en fait Google a modifié certains éléments dans la partie native. Je pense, sans vraiment se réaliser qu'il pouvait y avoir des impacts potentiellement sur Flash. Et donc, du coup, ça fait que ça ne marche plus. Mais il y a quand même des développeurs qui ont réussi à modifier Flash pour que, justement, on arrive à le faire fonctionner, notamment sur le navigateur qui s'appelle Dolphin. Et tu penses qu'il y a beaucoup de gens qui installent encore Flash? C'est assez étonnant. Moi, j'ai vu des tutoriaux sur Internet qui étaient suivis et commentés. C'est impressionnant. Ouais, il y a quand même pas mal de monde qui demande encore Flash, et il suffit de voir le nombre de commentaires qu'il y a sur les articles à chaque fois qu'on parle de cette techno. C'est plus supporté par Adobe, mais vraiment c'est un vrai argument en faveur d'Android aujourd'hui. Ok, donc là ce sera du côté des bidouilleurs, j'ai envie de dire, pour le support de Flash. On a aussi une nouveauté côté photo. Oui, tout à fait. Du côté photo et plutôt du côté du format RAW. Donc pour avoir de la photo cette fois-ci de meilleure qualité et s'approcher peut-être d'une photographie un peu experte. Justement, le format RAW, je vais me tourner vers Pod. Qu'est-ce que un format RAW? Le format RAW, en fait, c'est lorsque l'on demande au capteur photo de délivrer les données exactement telles qu'il les a capturées. Donc typiquement, il s'agit d'une photo, mais il n'y a absolument aucun encodage, pas de compression, pas de traitement post-photo. C'est la format brut. C'est les données à la sortie du capteur, donc du coup c'est différent pour chaque constructeur. Donc c'est quelque chose qu'on trouve sur Reflex aujourd'hui principalement, et ça permet aux amateurs de la photo, surtout aux professionnels, de pouvoir modifier des paramètres qui n'ont pas besoin de régler au préalable. Exactement, tout à fait. Tel que la balance des blancs par exemple. Par exemple. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que quand on dit Android va supporter le format RAW, dorénavant, c'est
vrai et pas vrai sur la partie dorénavant de ma phrase. C'est-à-dire qu'en fait, depuis déjà plus ou moins le début d'Android, il est possible dans le code d'avoir un callback sur la prise de photo et d'obtenir le format RAW si le driver du capteur photo le permet. La différence, c'est qu'on a un tableau d'octet, c'est-à-dire un vaste vomi informatique qui représente une photo et qu'on ne sait pas traiter. Il y a plusieurs formats RAW, Baptiste le mentionnait tout à l'heure, Donc en chaque fonction des constructeur a son constructeurs. format RAW, et je crois que c'est encore pire, je crois que chaque modèle, chaque génération de modèle a Tout son à fait, format RAW. exact. Ce qui rend les choses compliquées. Et donc, jusqu'à présent, sur Android, dans le framework, il n'y avait pas de format en tant que tel pour le RAW. Il y avait le format JPEG, il y avait le bitmap, etc. Mais pour le RAW, on avait juste un tableau d'octets. Là, aujourd'hui, demain, on aura effectivement un vrai format qu'on pourra donc manipuler. Et ça sera pas difficile, ça sera aux constructeurs de pousser à chaque fois des mises à jour sur la lecture de leur format RAW. C'est déjà eux qui, de toute Parce que façon... c'est le cas sur Mac et sur Windows. Tout à les fait, mises à jour, et c'est déjà eux qui, de toute façon, fournissent les drivers de l'appareil photo, donc ça va se mettre dans ce package-là. Cette évolution, au final, elle va servir à quoi? Moi, je le sais, mais je vous pose quand même la question. Elle va servir à avoir des appareils photo sous Android, mais cette fois-ci plus experts. On a déjà un premier hybride, c'est le C'est Galaxy NX de chez Samsung. Samsung, voilà, qui succède au Galaxy Camera qu'on avait eu il y a quelques mois maintenant, et qui n'était pas, voilà, qui n'avait pas d'objectif non, qui interchangeable. était mais là, c'est vraiment des vraiment compacts l'hybride. classiques. Là, on passe à l'hybride. Et donc là, on va pouvoir concrètement, dans quelques mois, lancer un Reflex sous Android. Ça sera Ouais, tout à fait. C'est l'objectif en tout cas, C'est l'objectif. visiblement. Parlant d'objectif. Après la photo, je crois qu'on a une petite nouveauté de la part d'un distributeur français. Ah, c'est bien dit ça. On a une nouveauté chez Arcos. Alors pas tout à fait Arcos, en fait ça va être chez Decathlon qui sort un Quechua Phone, donc comme les tentes, voilà, c'est pas un téléphone qui se déplie en 3 secondes, mais un téléphone fait par Arcos qui cette fois-ci assume totalement son statut de marque blanche et donc ils font eux-mêmes la publicité C'est pas la pour ce Quechua première Phone. collaboration avec un distributeur, je crois, d'Arcos. Non, c'est pas la première, on l'a vu il y a quelques semaines chez Auchan notamment, ils ont sorti une marque qui s'appelle Keylive et ils ont fait toute une gamme avec des smartphones, des tablettes, il y a plein de modèles. Alors Voilà, pour on le le coup, reconnaît très Arcos a collaboré avec Oxylan, on les avait vus lors de l'IFA, c'était la première fois qu'ils présentaient officiellement ce téléphone. Mais déjà c'était sous leur nom, donc on savait déjà qu'ils allaient vraiment faire de la pub à ce sujet. Et donc là, quelle est la valeur ajoutée de sortir un téléphone Decathlon? On a un smartphone qui colle aux valeurs de Decathlon, c'est-à-dire le baroudeur. Donc le téléphone, il est un peu plus solide que la plupart des téléphones. Mais justement, ce qu'on a vu, c'est qu'il est IP54. Alors IP54, Les certifications, alors là c'est une autre histoire. IP54 c'est un protocole environnemental. IP, c'est pour indice de protection, et puis 54, c'est des normes. Le premier chiffre étant la protection aux poussières, et le deuxième étant la protection à l'eau. Là, IP54, c'est pas le maximum qu'on puisse faire. C'est vraiment on peut juste dire qu'il est protégé contre l'eau et les poussières. C'est pas vraiment contre l'eau, c'est contre les c'est éclaboussures. C'est ce qu'on appelle splash proof en anglais. C'est ça. Donc en gros, si on le fait tomber, ça va, dans de la neige par exemple, mais pas plus. Alors, C'est dommage parce que, il y a eu... moi, j'avais écrit à un moment donné, il y a un peu plus d'1 an maintenant, une tribune sur Frandroid pour dire que voilà, on voulait plus de téléphones étanches, etc. C'était après la sortie du premier terminal de Motorola qui était étanche. Ensuite, il y a eu Samsung, il y a eu Sony. Et là, moi, je trouve, ce Quechua Phone, c'est un peu un retour en arrière. On n'est plus étanche, on est seulement hermétique aux éclaboussures. Alors Moi, je fais de la rando, j'attends plus. Ils disent que la structure est renforcée à l'intérieur. Donc a priori, il sera plutôt résistant aux chutes et pas vraiment et à ça, l'eau. c'est pas son le truc. protocole, par contre, le décrit pas ça. Ouais. Il sera commercialisé quand et à quel prix? Il sera commercialisé, il l'est déjà même depuis le 5 décembre. Dans tous les magasins Decathlon. Dans tous les Decathlon, en France, en Europe, et à terme, il sera aussi déployé à l'international, vraiment sur tous les continents, Ok. à 230 €. Donc, il Qu'est-ce reste qu'on a quand même pour pas ce très prix? cher. On a un écran de 5 pouces. Bon, la définition n'est pas exceptionnelle, il n'est pas HD. On a un processeur Qualcomm S4. On va avoir un appareil photo de 5 mégapixels. Ce que j'ai vu, c'était pas exceptionnel. On va avoir donc cette espèce de bumper autour là, qui permet d'avoir un téléphone qui tient bien aux chutes. Et on va avoir une sélection d'applications de Quechua avec des infos sur les fleurs, sur les machins. On peut le comparer à beaucoup de concurrents, c'est évidemment pas le premier. Même Samsung s'était mis avec le Galaxy X-Cover Ouais, 2, il s'était mis au téléphone renforcé. Ouais. Alors évidemment, on peut penser à tout le marché entreprise pour
pour tous les techniciens qui sont dehors toute la Tout ce qui est journée BTP. sur les chantiers, etc. C'est un gros marché qui est en train De s'équiper en mobilité, quoi. de s'équiper. Ouais, de il y a besoin de ça, s'équiper. En fait, le Quechua-Phone, il est vraiment intéressant pour son prix, puisqu'il est vraiment très accessible, alors que d'autres téléphones renforcés peuvent être un petit peu plus chers. Mais on est un petit peu déçu quand même. Pas IP54, c'est ça. Parce que justement, on aurait pu avoir mieux. Il est juste renforcé contre l'eau et la poussière. C'est pas véritablement une protection contre l'immersion. Ouais. Et puis, on a d'autres fonctionnalités qu'on a vues sur des téléphones de baroudeurs. Je pense à des téléphones même presque un peu plus exotiques, avec des panneaux solaires. Pour améliorer l'autonomie, pouvoir charger son Peut-être qu'ils ont téléphone prévu quand on beaucoup veut. d'accessoires chez Decathlon, ça peut être aussi... Ouais, c'est sûr, mais enfin, moi je trouve que en tout cas la copie, elle est pas parfaite. Enfin, on a fait la Muddy Run ensemble il y a quelques mois. Est-ce que tu aurais pris ce téléphone? Non, parce que il y a des moments où il aurait été immergé. c'est sûr on en qu'il fait, aurait quoi. été immergé. Mais il y a aussi la concurrence. Je crois que Caterpillar a un téléphone qui est très similaire et pour le coup qui est genre vraiment renforcé. Ouais, ils ont un téléphone, c'est Je crois que j'ai le vu des B15. vidéos où ils faisaient rouler des camions sur le téléphone. Ouais, enfin j'ai vu des gens qui l'ont cassé quand Stylé. même. Hein, Stylé, quand même. Je trouve ça frais. Toi, tu as pris le Decathlon en main, le Quechua Phone. Phone. Tu l'as pris en Soyons main. précis. C'est Oui, quoi oui. ton premier ressenti? Comme le Caterpillar, hein, il est assez gros, c'est massif. Clairement, on l'emporte en rando, mais on ne l'emporte pas au quotidien dans sa Donc poche c'est ou un dans son sac. téléphone Hein. secondaire pour les gens qui vont pas mal marcher. C'est pour ça qu'il peut être intéressant parce qu'il n'est pas trop cher. Donc si on l'utilise seulement le week-end, ce ne sera pas forcément l'investissement du siècle. Heureusement d'ailleurs. Bon, pour l'actualité suivante, j'ai pas de très belle transition parce que ça va parler de WeChat, qui est Totalement une messagerie différent. instantanée. Bon, on reste un peu en Chine. Et il y a pas mal d'actualités autour de WeChat, entre autres, voilà la transition avec Android, c'est qu'il y a eu une vente flash pour le constructeur Xiaomi, Donc c'était sur le réseau, c'était en Chine. et c'était dédié aux utilisateurs de WeChat en Chine. Voilà, c'est ça. Alors, ils sont 400 millions en Ils ont Chine. utilisé le réseau social qui est WeChat. C'est un petit peu plus qu'une application de SMS. Effectivement, c'est un réseau et de social, ouais. chat. C'est presque c'est très proche du réseau social. Et ils ont utilisé ce réseau social pour vendre du Xiaomi, donc des téléphones Android. Ça, c'est intéressant parce que c'est une belle expérimentation d'un réseau social comme canal de vente. Et là, on peut imaginer la puissance d'un Facebook, par exemple, pour organiser la gestion du e-commerce pour les distributeurs, mais aussi pour les marques directement qui pourraient aller distribuer leur appareil. Et la puissance, on Et leurs rappelle, produits. c'est 150 000 unités en 50 secondes. Voilà, donc, alors 150 000, alors c'est le Mi Phone 3, je crois, 150 000 téléphones vendus en 50 secondes. C'est pas mal. Hein. C'est la spécialité Ça donne des de frissons. Xiaomi quand même de faire des ventes flash comme Ouais. ça, avec des gros chiffres. Ils aiment bien montrer qu'ils sont capables de vendre beaucoup et très très vite. Et en même temps, voilà, avec les 400 millions d'utilisateurs, Ils peuvent. Alors en France, on parle rapidement de WeChat, après on passera à l'actualité suivante. En France, ils sont en train de démarrer, ils ont lancé une grosse campagne de communication. bah oui, on les a vus à la télé tout simplement. Et ils ont un ambassadeur de choix, c'est Messi, le Et footballeur. oui, le foot. Alors moi, ça m'a pas trop touché. Mais bon. Regarde, Xbox s'est payé Ibrahimovic. Je l'ai dit en une fois. Pourquoi pas Messi? Après tout, pour WeChat, c'est plutôt un ambassadeur qui parle aux jeunes. Et on l'a qui comme concurrent sur ce marché On va avoir notamment Line, l'application qui est japonaise, le concurrent coréen-japonais. qui est en train de débarquer en France. On voit Bouygues qui le met un peu en avant, des opérateurs comme ça. Donc qui, finalement, on qui arrive parlent à pas un mal. duel, un face-à-face entre la Chine et la Corée et le Japon. N'oublions pas non plus quelques petites applications, WhatsApp, etc., qui ont quand même de beaux restes en termes d'utilisation. C'est des applications WeChat ou WhatsApp qui ont quand même eu le culot de refuser des offres à plusieurs milliards de dollars de la part de géants comme Google ou Facebook. Ouais, en effet. Il n'y en a pas beaucoup dans la liste qui ont refusé ce type de... Ils ont été d'ailleurs durement critiqués. Il y avait en particulier un des journalistes d'un quotidien britannique dont j'ai oublié le nom et ça me reviendra peut-être plus tard, qui disait que c'était quand même un refus extrêmement bizarre parce que est-ce que C'était combien de milliards de dollars, tu te rappelles? 4 je crois, non? 4. Quelque chose comme ça. Oui, Et sûrement. donc la question c'était, pensez-vous être capable de mener votre entreprise à une valorisation similaire à l'offre que vous venez de refuser? Parce qu'aujourd'hui, c'est 500 millions d'utilisateurs, dont 400 sont en Chine. Donc on n'a que 100 millions à l'international, ce qui est finalement assez peu. On va parler du destin d'une autre boîte maintenant, c'est celle aussi de de l'ambition, Cyanogen Mode. Il y a aussi de l'ambition là, je Ah crois. oui, il y en a beaucoup. Alors même. Cyanogen, vous connaissez sûrement,
c'est des ROM qu'on peut installer sur son téléphone. On a plein de tutos sur le forum. On les a connus en tant que communauté. C'était un groupe qui s'est formé de bidouilleurs et l'idée c'était de proposer une version d'Android améliorée. Mené par un leader d'ailleurs qui était Cyanogen. Effectivement, mené par un leader. Et aujourd'hui, il y a eu pas mal de péripéties autour de Cyanogen. Ils se sont transformés en entreprise, entre autres. Voilà, ils ont levé quand même 7 millions de dollars pour se transformer en entreprise. Et puis, ils ont lancé leur application pour installer cette ROM facilement sur les téléphones qui s'appelle CyanogenMod Installer. Et qui cette semaine, sans surprise de toute façon, a été évincée du Play Store puisque l'application en gros ne respectait pas les conditions d'utilisation du portail de téléchargement. Effectivement, ce qui est souvent assez lourd, surtout pour les non-initiés pour l'installation de ROM personnalisée, c'est l'installation. On doit router son téléphone, on doit changer souvent le recovery, c'est assez compliqué. Ça prend du temps. Là, l'idée, mais là, il s'était dit, on va simplifier ça, on va proposer un installeur. L'idée, c'est d'installer Cyanogen Installer sur son téléphone et sur son PC ou son Mac. Et je crois que c'est juste PC, pour pas dire de bêtises. Et donc là, le logiciel se charge de toute l'installation. Se charge de faire tout le reste, voilà. Donc normalement, c'est simple. Sauf que quand on installe une ROM comme ça, on perd sa garantie. Et c'est contraire aux règles d'utilisation du Play Store. Donc Google a dit à Cyanogen, écoutez, hop, du balai, enlevez votre application. Donc c'est eux qui l'ont fait. C'est pas Google qui l'a enlevé. Cyanogen va distribuer eux-mêmes leur application. Parce que c'est possible sur Android. Voilà, c'est pas fini. Hein. Je pense que c'était le plan initial. Excuse-moi, Edouard, je te coupe la parole. Il y a d'ailleurs le code source qui est disponible. Donc forcément, elle est plus sur le Google Play, mais même nous-mêmes, on peut la compiler et l'installer sur notre téléphone. Et la proposer sur Android. Tout à fait. Évidemment. Et puis, je pense que quelque part, c'était le plan initial. Parce que, oui, c'est vrai, dans certains pays, c'était pas illégal, mais dans la plupart des pays, ça l'était. Et donc, du coup, c'était contraire au règlement du Google Play Store, ils le savaient à l'avance et quelque part ça fait un peu partie de la campagne de com. Ça fait un bon buzz. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on censure quelque chose, mais pourquoi les grands méchants de Google, ils ont fait ça et ça attise la curiosité des gens et ça génère in fine des téléchargements pour CyanogenMod. En plus, c'est pas la seule opération, on va parler d'Oppo parce qu'ils ont signé un partenariat avec... On va parler de Cyanogen, désolé, parce qu'ils ont signé un partenariat justement avec le constructeur Oppo pour le lancement du Oppo N1. Voilà, alors celui-ci, on va l'avoir en France, ou un peu partout dans le monde d'ailleurs. Le Oppo N1, ok. Ouais, le Oppo N1, il va sortir le 10 décembre. Donc ce téléphone-là, en gros, il est intéressant parce qu'il a un appareil photo qui est rotatif comme ça en haut du téléphone. Donc on peut utiliser... c'est son élément de différenciation. Voilà, c'est pour ça qu'on le connaît, mais aussi parce qu'il tourne sous ColorOS, donc qui est une version modifiée d'Android. Et le Cyanogen est préinstallé dessus. Donc on a le choix entre ColorOS ou Cyanogen. Donc ça c'est intéressant, forcément, gros coup de pub pour Cyanogen. Et que ce soit ColorOS ou Cyanogen, on a quand même accès à Google Apps, toute la suite voilà, Google tout à fait. Play, donc ça reste préinstallé dedans. Ça reste de l'Android. Ouais, ça reste de l'Android. Et le N1, juste pour rapidement résumer les caractéristiques, je crois qu'on a un écran Full HD. Ouais, c'est une tablette, il fait 5,9 pouces, un Snapdragon 600, donc on peut le comparer à un HTC One en termes de caractéristiques, avec donc cet appareil photo, ça c'est intéressant. Et puis un prix qui est quand même plutôt pas mal puisqu'il serait à 450 € en ligne. Et c'est tout pour l'actualité, on passe maintenant à une nouvelle séquence qui s'appelle la séquence Startup. Et la séquence Startup, c'est assez simple. Toutes les semaines, Baptiste va donner un coup de projecteur sur un projet auquel nous croyons. Eh bien oui, à Frandroid, on aime la nouveauté, on aime les projets frais avec des technologies modernes. Et donc, c'est ce que nous proposent ces sites Kickstarter et Indiegogo. En permanence, on a des nouveaux projets super intéressants. Donc, c'est des sites de financement participatif, qu'on va appeler en français. Voilà, où on peut apporter un peu d'argent pour que le projet se réalise. Un des projets dont on a pas mal parlé cette semaine, vous l'avez vu partout dans les news, c'est un petit dongle qui s'appelle Rocky. Alors, au lieu de diffuser via le Bluetooth ou d'avoir des petites enceintes Bluetooth avec un son pas terrible, je pense qu'on les a tous testés autour de cette table, là, on a un dongle qui va se baser sur du Wi-Fi et qui n'a pas d'enceinte, mais qui peut se connecter à tout vieux système audio nos bons vieux systèmes audio qui sont bien plus qualitatifs que justement ces petites enceintes Bluetooth. Donc vous pouvez justement participer sur cette page Kickstarter qui a déjà récolté 100 000 $. Et donc, pour résumer, c'est un module Wi-Fi c'est un petit qu'on va module pouvoir Wi-Fi brancher à n'importe quelle enceinte. Qu'on va pouvoir brancher à n'importe quelle enceinte.
Et en contrôler via son smartphone ou son PC ensuite. voilà, exactement. Ok, et si on veut participer au projet et que l'objectif est d'acquérir justement ce fameux dongle, il faut payer combien? Eh ben, comme tous les sites de financement participatif, il y a plusieurs niveaux. Et le premier niveau est à 45 $ pour accéder à ce petit device. Donc évidemment, c'est un peu cher, mais il faut savoir, il y a le côté bonnes œuvres, c'est-à-dire en participant à ce projet, on aide le projet à se réaliser. Moi j'ai une question pour Edouard, parce que sur la transmission de musique, sur Apple, on a quelque chose de très simple qui s'appelle AirPlay. Est-ce que sur Android, on a quelque chose de similaire? En fait, il n'y a pas vraiment de protocole sur Android. On a par exemple le Chromecast ou même la Nexus Q. La Nexus Q, c'était cet objet que seules quelques personnes qui sont allées à la Google I.O. ont réussi à C'était avoir. une boule noire. Ouais, mais que j'ai encore et qui honnêtement... Qui est censé tourner sous Android, c'est ça? Qui n'est pas censé, qui tourne sous Android. C'est même Ice Cream Sandwich. C'est vraiment une boule qui est assez cool parce que... il y a des sorties optiques, tout ça, en fait vraiment tout ce qu'on a besoin, mais sauf que le produit en lui-même il fait à peu près rien. C'est-à-dire, vous êtes sur YouTube, vous pouvez envoyer une vidéo dessus, vous êtes sur Google Play Music, vous pouvez envoyer votre musique. Voilà, et ça je crois que ça coûtait à l'époque 399 $, un truc comme ça coûtait ultra cher. Donc voilà, en fait sur Android, le seul protocole qui existe, c'est en fait transmettre YouTube vers un Chromecast ou vers une Nexus Q. Mais du moins sur Android de base, parce qu'après il y a certains... beaucoup d'autres protocoles. Qualcomm a une technologie qui s'appelle AllJoyn, qui fait tout à fait ça et qu'ils essayent de pousser auprès de constructeurs pour qu'ils l'implémentent. Et en plus, on a le Bluetooth qui évolue, parce qu'aujourd'hui on a le Bluetooth 4.0, on appelle Low Energy, qui permet de faire des choses beaucoup plus sympas que l'ancienne norme de Bluetooth. Alors oui, en termes de consommation, mais pas forcément en termes de débit. De qualité. Et de débit et de qualité d'eau. Et le débit se traduisant par une qualité audio. Ok, très bien. J'ai un peu mieux regardé les tarifs là pour le fameux Rocky. Et en fait, a priori, le 45 $, c'est le prix pour la version bêta. 49 $, c'est pour la version définitive, sachant qu'il y a une version un peu plus chère qui, elle embarquera de l'HDMI et une entrée optique, et elle sera à 89 $. Donc, en effet, comme le disait PO, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chez Sonos, par exemple. C'est tout pour la séquence Startup. On enchaîne maintenant avec le test de la semaine. Cette semaine, nous n'allons pas tester un seul téléphone, nous allons tester deux téléphones. Pareil, un face-à-face avec deux téléphones chinois. On a des écrans Full HD, on a des processeurs quadruple cœur. C'est ça. On en a un chez Wiko qui s'appelle le Darkful. Ok. Et on en a un autre chez Alcatel One Touch, et pas Alcatel tout court, qui s'appelle l'Idol X. Ok. Alors présente-nous rapidement. Commence peut-être par l'Alcatel One Touch. Moi, c'est celui qui me plaît le plus. J'ai envie de présenter les deux en même temps. C'est un peu compliqué de les présenter à part. Ok. Ils ont la même chose à l'intérieur en fait. Ils ont tous les deux leur Mediatek MT 6589, j'ai réussi à le dire, à 1,5 GHz, tous les deux. Donc processeur quadruple cœur. Voilà, leur 2 Go de RAM, tous les deux en écran Full HD de 5 pouces. Ils ont la même chose, un capteur photo de 13 mégapixels. C'est du copier-coller si j'ose dire, sauf qu'à l'intérieur c'est pas tout à fait la même chose puisque l'un reprend quasiment de l'Android stock quand l'autre met sa propre surcouche sur le téléphone. C'est le Alcatel One Touch qui a un petit travail sur la partie logicielle. Ouais, ils font plus d'efforts. Alors si on regarde un petit peu comme ça, effectivement c'est pas forcément évident. Alors pour résumer, c'est vrai qu'au niveau des caractéristiques, on a deux écrans IPS 5 pouces, on a un processeur qui est similaire, on a également au niveau de la prise en main, elle est également très similaire. Je crois qu'Alcatel One Touch est un peu plus fin quand même. Il est même carrément plus fin. Alors c'est peut-être pas, ça se voit pas comme ça, mais on a 1,5 mm, 2 mm de différence. À la prise en main quand même, c'est assez flagrant. Bon, ceci dit, au niveau design, il y a quand même des choses à savoir. Alcatel nous fait quasiment un copier-coller de ce qu'il avait fait avant avec ses B472. Ils sont à peu près cohérents dans leur gamme de téléphone. Ce qu'on connaissait déjà, il lui ressemble beaucoup. Hein. Et le Wiko, c'est le Wiko Darkside, pardon. J'allais les confondre. C'est exactement le même, à la différence près que le Darkside, il est tout en plastique, et là on va avoir une coque en alu à l'arrière. Voilà, ok. Donc le côté monté en gamme, il passe aussi par le design qui va être un peu plus solide, un peu mieux fini. Moi justement, ça c'est la force d'Alcatel One Touch, c'est de proposer toute une gamme de couleurs. Je pense que ça ne sera pas la seule couleur. Non, il y a plein de couleurs, il y a du noir, du blanc, du jaune, enfin il y a plein de... Et j'ai l'impression au niveau des poids, mais il est très léger.
Il ne pèse rien, oui. Idol X. Alors, on a les caractéristiques à l'écran normalement. Il est plus léger effectivement que le Wiko. Enfin bon, en même temps, quand on met du métal, c'est un peu plus lourd. Il est à 162 grammes celui-ci. Ça reste effectivement assez léger en main pour Alcatel. C'est souvent le cas d'ailleurs chez eux. 162 grammes pour un écran de 5 pouces, c'est pas mal. Alors, comment on les différencie? Parce qu'on a les mêmes caractéristiques, on a un design qui est différent, heureusement, j'ai envie de dire. Alors, on va avoir un double SIM ici. Alors, si on regarde un petit peu sur le côté, on va voir donc le Wiko Darkful propose du double SIM, c'est un peu la signature de Wiko. Voilà. Des Chinois en général d'ailleurs, mais bon. Voilà, réflexion juste. Quoique Alcatel, ça reste quand même chinois, vu que c'est plus le Alcatel qu'on connaissait. Oui, derrière le Alcatel, c'est TCL Mobile, qui est un des plus gros groupes qui est basé à Shanghai. Voilà, c'est un des plus gros constructeurs de téléphones aujourd'hui. Et eux, par contre, ils mettent qu'une seule carte SIM. Originalité. Alors peut-être qu'on le verra débarquer chez les opérateurs parce qu'on ne l'a pas précisé. Ces deux téléphones sont pour le moment réservés à ce qu'on appelle l'open market. On les trouve chez les revendeurs. Voilà, c'est les revendeurs, c'est les distributeurs, c'est tout sauf les opérateurs. Et l'objectif est donc de pouvoir acheter les téléphones comptants à un prix plus bas que les hauts. Effectivement, là ils sont tous les deux à moins de 300 €. Hein. Celui-ci il est à 269. Au départ, il était à 299 €, sauf que le Nexus 5 est sorti à peu près en même temps. Donc Wiko a un peu tremblé. Et ils se sont dit, bon, on va enlever 30 € quand même au prix, on aura peut-être un peu moins. Et celui-là est à 300, et celui-là est à 269. Ouais. Donc celui-là, par exemple, a 50 € de moins que le Nexus 5. Et quelle est la différence avec le Nexus 5 alors? Mémoire extensible. Il y a la mémoire extensible, il a un port micro SD, puis surtout, il n'a pas la 4G. Il n'a pas la 4G, celui-ci non plus. Hein. Il n'y a pas de 4G chez Wiko, il n'y en a pas non plus chez Alcatel. À ce prix-là, ça serait quand même. Ce serait pas mal parce que là, on a quand même du. Bah oui, mais ce serait intéressant justement. Et sur le Nexus 5, on a un processeur S800 de Qualcomm, tandis que là, on a du Mediatek. Et le Mediatek, justement. À la base, c'est un quad-core, donc. Oui, mais voilà, il se situe à quel niveau? J'ai entendu dire qu'il était plus proche d'un S600 que d'un S800, mais genre. Ouais, je suis pas sûre qu'il soit au niveau d'un S800 d'ailleurs. D'un S600 D'un S600, pardon, d'un S600, oui. Il est un peu en dessous et puis il souffre surtout de problèmes d'optimisation et ça, par contre, ça se sent. Okay. Là, et donc, voilà quelque chose qui différencie les deux téléphones. Edouard? Concernant les optimisations, dans les deux téléphones, on a installé Asphalt 7, qui est donc un jeu de Gameloft. Et en fait, sur le téléphone de Wiko, ça rame absolument affreusement, alors que sur celui d'Alcatel, c'est un peu mieux. Donc, comparer ça même à un Snapdragon 600, c'est vraiment impossible. Par contre, tu as pris en main le Alcatel One Touch et la première chose que tu m'as dit, c'est ça rame. Ouais. C'est vrai, je me suis dit tout de suite, ça rame. Par exemple, dans les photos, on en prend une, c'est pas fluide du tout. Il faut dire que en fait, je suis habitué au Nexus 5 qui, lui, est vraiment très très fluide. Et donc, je suis un peu partagé sur ce Idol X parce que d'un côté, il fait des très bonnes choses, genre l'interface, elle est super canon dans la mesure où en fait, il modifie Android de base, mais sans le dénaturer comme peut le faire un HTC ou un Samsung. Surtout que Alcatel va ajouter du SwiftKey au niveau du clavier. On a le choix dans les claviers, ça c'est plutôt sympa. Alors, là, on allume pour la première fois le téléphone, on a tout un tutoriel qui permet de paramétrer son téléphone. Ils sont bien améliorés, hein, parce qu'auparavant, les claviers de chez Alcatel One Touch, c'était assez horrible. Le texte dans les touches, dépasser des touches, c'était un peu n'importe quoi. Là, on passe quand même à quelque chose de beaucoup plus performant. Sur la question de l'interface, je trouve ça intéressant à noter, c'est que Google, de son côté, est devenu un constructeur comme les autres en proposant sa propre interface, qui s'appelle le Google Experience Launcher. Et du coup, il y a de fortes chances que l'interface de base d'Android n'évolue plus à l'avenir, puisque Google va probablement se concentrer sur son interface. Et c'est par conséquent peut-être un avantage du côté d'Alcatel qui a déjà l'expérience de proposer des choses un petit peu ergonomiques et sympas. Puis rien n'empêche d'installer l'interface de base ensuite. Ouais, elle est trouvable sur l'Android Market, mais bon voilà, c'est intéressant par rapport à un Wiko qui n'a pas fait l'effort et aujourd'hui c'est pas très grave. L'année prochaine, je suis pas sûr que ça prenne pas un coup de vieux. Alors si tu parles de l'année prochaine, le problème c'est les mises à jour quand même. Hein. Là on est sous on est sous du Jelly Bean 4.2. 4.2 sur le Alcatel One Touch. Sur les deux.
sur les deux. Et très honnêtement, on voit rarement des mises à jour passer pour des Wiko ou pour des Alcatel. Donc KitKat, il me semble un peu loin pour ces Alors deux-là. finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est pour investir entre ces deux téléphones, si on veut vraiment être à jour sur les dernières mises à jour, c'est investir sur le téléphone qui se vendra le plus. Parce qu'on a des chances qu'il soit supporté par, entre autres, cyanogènes. Et alors que le Wiko, c'est peut-être plus difficile. Le Wiko, c'est le plus haut de gamme de la série Dark machin, Dark truc, de la marque. A priori, c'est celui qui va être le plus mis en avant, donc probablement le plus vendu, surtout que les autres téléphones de la gamme sont 20-30 € moins chers et sont quand même beaucoup moins bien. Donc a priori, ce sera le plus supporté, qu'il a le plus de chance. Ouais, je me permets de rebondir sur un truc. Wiko, ils avaient quand même d'énormes problèmes de SAV. Il y a quelques mois, j'ai pas vraiment suivi le dossier, mais c'était quand même très embêtant. Mais ça fait partie du débat qui est juste après le test. Et je peux aussi demander à tous ceux qui l'ont pris en main, si vous aviez à choisir entre le Wiko Darkful et le Alcatel One Touch Idol X, j'ai réussi à tout dire sans problème. C'est pas facile. Lequel alors? Parce que les deux sortent dès maintenant, la différence est de 30 €, on a des caractéristiques qui sont similaires. Si je pousse pas jusqu'à 350 € pour un Nexus 5, je prends plutôt l'Alcatel, qui a une mémoire extensible, qui a un design qui est un petit peu plus sympa à mon goût. Il y a quand même une bonne finition, hein. Ça craque pas. Ouais, il me plaît plus. La coque arrière a beau être en plastique, c'est ce qu'on appelle du soft touch, c'est très agréable en main. Il est agréable à tenir en main, il est plus léger, je trouve qu'il a des avantages et puis l'interface est quand même plus sympa, c'est plus travaillé. Alors moi, ce que j'aime pas, c'est que la petite rainure voilà. Ouais, c'est pas parfait. Et du coup, ça bloque ça gêne le doigt quand on swipe. Celui-ci aussi. C'est des petits détails qui, pour moi, voilà, c'est assez énervant, mais. Moi, je le trouve assez joli de dos, en fait, quand tu poses sur la table pour aller manger. Mais de face, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. En particulier, par exemple, la grille du c'est la même que le Nexus 5. Non, celle du Nexus 5, elle est noire. C'est un nid à poussière, ça. Ouais, mais regarde, ça choque tout de suite parce que c'est blanc sur noir. Enfin, moi, je sais pas. Puis de toute façon, le Nexus 5, c'est pas non plus un canon de beauté, même s'il est pas trop mal. Avant, arrière, joli, moche pour moi. Mais ça, entre les deux, c'est mon préféré. Moi, ce que je vois chez Wiko, ce qui est pas mal, c'est que la coque est assez arrondie. Du coup, je trouve que c'est plus agréable en main que les bords tranchants de la Alcatel One Touch. Et ce que j'ai également... par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est le capteur photo qui est... Ouais, il ressort un peu, il est assez protubérant, c'est pas... Protubérant. Toi, tu choisirais lequel? Je sais pas, moi j'avais tendance à mettre le doigt dessus en prenant des photos. Moi, j'aime beaucoup plus Alcatel One Touch parce que j'ai rencontré les équipes françaises, parce que c'est une boîte chinoise, mais ils ont recruté pas mal de Français. Et un des ingénieurs responsables de R&D à Paris. Ouais, un des responsables ingénieurs qui s'occupe de la partie logicielle est un Français qui travaille déjà chez eux depuis 5-6 ans. Plusieurs années, ouais, tout à fait. Et j'ai un peu plus confiance quand je commence à connaître les gens qui sont derrière les constructeurs, alors que Wiko, pour moi, je connais juste des vendeurs. Donc voilà, c'était le face-à-face entre deux smartphones chinois. Merci. En fait, la Chine est actuellement le premier marché des smartphones dans le monde. Ça représente un quart de toutes les expéditions de smartphones en 2012. Sans surprise, cette croissance est alimentée par la création de nombreux constructeurs. On a parmi les 5 plus gros constructeurs dans le monde, 3 qui sont chinois. C'est le cas de Huawei, ZTE ou encore Lenovo. Néanmoins, le marché chinois ne se résume pas à 3 constructeurs, on compte des centaines d'acteurs. Dans ce débat, on se posera la question suivante, faut-il avoir confiance dans les constructeurs chinois? Alors j'ai une question pour vous, qu'est-ce qu'un téléphone chinois selon vous? C'est quand tu peux acheter un Galaxy S4 pour 100 € sur dealextreme.com. D'autres des réponses? Bon, pareil. Il y a un peu de tout. Pour moi, c'est une fiabilité qui est à questionner. Peut-être qu'il y a une question de loterie. Peut-être qu'on sera tombé sur un bon modèle ou pas. Et puis voilà, plein de choses à tous les prix. Et Edouard, pour toi, qu'est-ce qu'un téléphone chinois alors? Pour moi, un téléphone chinois, c'est surtout 2 marques. ZTE qui fait des téléphones plutôt bas de gamme, je pense aux différents Blade, ou Huawei qui essaye justement de percer avec des téléphones beaucoup plus haut de gamme et qui nous surprend souvent. On a les grandes entreprises, comme tu as pu le citer, Edouard, comme ZTE, Huawei, Lenovo, TCL. C'est des entreprises qui sont énormes avec des dizaines de milliers d'employés. Je ne sais pas si... En plus, ces entreprises, ce qui est intéressant, c'est que la plupart ne sont pas simplement des constructeurs de mobiles, c'est des équipementiers télécoms.
Ah oui, elles ne sont pas sorties de nulle part. À la base, elles fournissaient des équipements télécoms, donc tout ce qui est antenne, infrastructure réseau, routeur pour le grand Internet, et elles se sont mis évidemment au mobile. Et qui équipe en France le cœur des réseaux de grands acteurs type SFR et Orange. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de débats aux États-Unis et en Europe. Les autorités veulent interdire ces marques, tout simplement, j'ai l'impression. On ne sait pas si c'est du protectionnisme ou c'est simplement lié à la sécurité des données. Moitié-moitié, visiblement. Moitié-moitié, on ne saura jamais. Bah, il y a quand même, enfin, il y a des précédents d'espionnage. Huawei ou d'un ZTE peuvent espionner. L'année dernière, la Chine a remonté le TTL de ses serveurs. Donc le TTL, c'est le time to leave, quand on envoie une information pour être routé entre les différentes machines et parvenir à son destinataire. Les ordinateurs demandent à tous les équipements réseau quel est leur TTL, et le TTL le plus bas, c'est celui qui va récupérer le paquet et l'envoyer à son voisin. Donc l'année dernière, pendant une trentaine de minutes, la Chine a abaissé le TTL artificiellement le TTL de tous ses serveurs, et donc il y a à peu près un tiers du trafic d'internet qui est passé par la Chine à ce moment-là, et on sait que tout a été enregistré sur bande, c'est-à-dire, enfin, sur bande c'est une expression, hein, c'est-à-dire sur disque dur, donc il y a un tiers du trafic mondial pendant plus d'une demi-heure qui a été entièrement rerouté par la Chine et stocké. Ce sera sûrement analysé. Il y a un paquet de choses qui en découlent aujourd'hui, qui vont en découler dans le futur. Donc c'est ce genre de manœuvres-là que les États-Unis et le Canada, parce que quand on parle d'interdiction, ce sont notamment ces deux pays-là, essayent d'éviter sur la partie mobile. C'est vrai que les autorités se posent simplement aussi la question, c'est qu'on a des équipementiers européens et américains qui sont tout à fait qui ont la capacité de fournir du matériel. C'est le cas de Alcatel-Lucent, Siemens, Nokia. Nokia, oui, tout à fait. Avec Siemens aussi. Ils ont racheté la partie Siemens cette année. Et notamment en France, il y a cette question économique qui ressort régulièrement, avec, pour l'exemple français en tout cas, avec des recommandations du gouvernement qui demandent aux opérateurs quand même de préférer un petit peu des équipementiers européens. Alors il y a une autre réalité, Baptiste, tu peux nous parler aussi de Shenzhen? Parce que Shenzhen illustre pas mal aussi ce qu'on peut appeler les petits acteurs. Bah oui, jusque-là on parlait d'infrastructure et comment ZTE et Huawei sont arrivés à ce ZTE et Huawei, c'est des grandes entreprises nationales. Avant, elles étaient publiques, ces entreprises. Voilà, il faut les remettre dans leur contexte. On a tendance à l'oublier. On a l'impression vu de la France, c'est des petits constructeurs qui proposent des petits mobiles. C'est l'équivalent d'un France Télécom qui est devenu Orange. C'est des milliards de dollars, 10 pour ZTE, 24 pour Huawei, c'est 140 000 personnes pour Huawei, 85 c'est énorme. Pour ZTE, c'est vraiment énorme. Et je voulais rappeler justement d'où un petit peu plus d'histoire, parce que en fait, il faut l'avouer, on parle de ZTE et Huawei, mais il y a quand on parle des téléphones chinois et quand on discute des téléphones chinois sur le forum... J'ai cru que tu allais dire Teletubbies. Hein, mais... Quand on parle des téléphones chinois sur le forum Frandroid, évidemment, il y a les grands noms comme ça, mais c'est aussi une multitude de petites marques... Genre Arcos. Petite. On en parlera après d'Arcos, mais il y a de quoi troller. C'est une multitude de petites marques qui présentent des modèles avec des qualités de fabrication un petit peu hétérogènes. Hétérogènes, voilà. Mais bon, cyanogènes, collagènes. Ils travaillent avec les opérateurs en Europe. C'est quand même c'est un gage de confiance, je trouve, un gage de qualité. Mais alors oui, ils ont acquis leur lettre de noblesse sur quelques modèles qui se sont bien vendus et que les opérateurs ont été forcés d'intégrer dans leurs offres. Mais à la base, la réalité des téléphones chinois, il y a vraiment de tout. Faut revenir un peu sur l'histoire. À la base, quand l'informatique a commencé, c'était pas la Chine qui menait la bataille, ce qui menait la création de produits. Quand on parlait à l'ère du PC, donc celle avant le mobile, les grands noms étaient japonais et taïwanais. Et évidemment, à Taïwan, c'était... C'est le cas aujourd'hui. Alors le Japon... C'était les Asus, à Taïwan, c'était Asus, Acer... C'est plus le cas du Japon aujourd'hui, mais c'est toujours le cas de Taïwan. On l'a HTC, Asus, comme tu disais aussi. Effectivement, et ces grands noms, ils ont donné...
c'est devenu des entreprises immenses. On se rappelle qu'Asus, à un moment, avait et doit toujours avoir des usines qui faisaient, dont le bâtiment principal faisait la taille de Disneyland, pour vous dire la taille des usines qu'ils pouvaient avoir. Et donc ces constructeurs-là gigantesques, à l'ère du PC, ont migré leur business model pour donner deux entreprises. Une qui va faire des produits et qui va développer la marque, Asus, Acer, etc. Et d'autres qui vont construire pour d'autres, construire pour des marques. Sachant que pour un Asus, le deuxième modèle dont tu parles, enfin le modèle OEM, quand on construit pour d'autres marques, c'est leur modèle initial. À l'époque, c'est le modèle de HTC. Hein. Oui, tout à fait. À l'époque, Asus construisait Apple, Dell et d'autres, et c'est seulement plus tard que les premiers modèles Asus sont sortis. Et les Chinois, par contre, ils ont une stratégie différente, c'est qu'ils licencient des marques européennes qui étaient dans anciens géants, c'est le cas de Thomson, d'Alcatel. Et ils utilisent ces marques-là pour gagner en notoriété et pour en tout cas donner un gage de qualité à travers une marque. En tout cas, c'est une stratégie qui est utilisée. Bah oui, parce que finalement, est-ce que les gens savent vraiment que TCL se trouve derrière Alcatel et que ce n'est plus vraiment Alcatel, non, mais la Alcatel plupart des gens ne le savent pas. Je suis pas sûre. Hein. TCL, c'est un grand constructeur de télévision. Pas en France, mais en Allemagne, il y a beaucoup de télévisions TCL, mais bon. Mais bon, en France... Mais c'est un modèle qui s'est imposé parce que avant que les Chinois aient cette stratégie d'acheter des licences, c'est le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des marques européennes et américaines qui, elles, ont consulté le catalogue des OEM et dit bon, bah voilà, ce téléphone-là, c'est bon, je l'achète, je mets mon nom dessus, et puis c'est français, quoi. C'est ce qu'on appelle justement, on a migré, c'est ce que je racontais tout à l'heure, on a migré vers des OEM qui proposaient des produits et qui les vendaient aussi sous leur marque, à des ODM, c'est-à-dire des entreprises qui proposent des produits et d'autres entreprises ont juste à les prendre sur l'étagère, coller leur marque et envoyer tout ça. Bah, en parlant de ça, c'est le cas de Tino. Et donc justement, Tino, c'est l'entreprise qui est derrière. Alors, Tino dit ça à personne. Enfin, ça dit quelque chose à personne. Tino, c'est Wiko. Mais c'est pas Tino Grossi, c'est Wiko. Il l'a pas l'air. Oh là là. PO, enfin. Non, Tino, c'est l'entreprise qui se cache derrière Wiko. Donc Wiko, c'est pas français. Alors Wiko, c'est nous entre nous, on appelle ça un épiphénomène. Qui commence à durer quand même. C'est une marque qui est arrivée du jour au lendemain sur le marché français, qui a attaqué via le double SIM sur l'open market. En gros, elle a été diffusée chez LDLC rue du Commerce, avec des téléphones qui étaient moins chers que le concurrent. Tout à fait, c'était assez attractif. Ouais. Et avec une communication assez agressive, une jolie charte de couleur. Bah oui, c'était la petite marque marseillaise qui est arrivée sur le marché. Voilà, donc ça a été fondé en 2011 par Olivier Dahan, sauf qu'il s'est passé pas mal de choses depuis 2011, et là on a des documents qu'on a été chercher en Chine simplement. Alors pour reprendre ces documents, aujourd'hui Wiko appartient à une entreprise qui est à Hong Kong qui s'appelle Mega Alliance Holdings, c'est une holding, hein. Et après on est rentré dans cette on a demandé les fichiers pour administratifs pour cette correspondant à cette holding, ouais. Et on a vu que 5% appartenait à Laurent Dahan, donc Wiko appartient toujours à un Français. Au moins à 5%. Enfin, à 5%, quoi, ouais. Bon. Et de l'autre côté, on avait 95% de Wiko qui appartient à Blue Sky Telecommunications. Donc on a été voir ce qui se passait ensuite. On a demandé le document pour Blue Sky Telecommunications, qui est toujours une entreprise qui vient de Hong Kong. Et là, ça appartient à 100% à Tino Mobile Technology Corp. Donc en fait, on a un constructeur français, je me dis constructeur entre guillemets parce que justement ils ont juste acheté un modèle en OEM pour le vendre sur leur marque en France, qui finalement s'est fait racheter par son fournisseur, c'est-à-dire par l'OEM. Ouais. Donc là on parlait d'épiphénomène parce qu'on n'a pas trop de marques similaires, en tout cas d'exemples similaires à vous donner pour la France. Même en Europe, il y a peu de... l'histoire ne s'est pas vraiment répétée. Et surtout que Wiko, ils font assez sensation parce que par exemple sur le marché open market, chaque mois on a le top des constructeurs qui vendent le plus de téléphones, eux ils sont dans le top 3. Et ils ont même eu, sur je ne sais plus quel mois de l'année, la première place. Donc c'est assez impressionnant. Bah oui, parce que forcément les gens veulent des smartphones qui puissent aller avec les abonnements sans engagement qui sont apparus il y a maintenant 2 ans.
Et ben forcément, le Wiko, c'est pratique puisqu'il coûte 200, 250 €. Même moins, jusqu'à 100 €. Même moins pour certains. Bon, après, faut les vouloir. Et voilà, et ça permet d'avoir un combo abonnement smartphone qui n'est pas trop cher. Il y a une stratégie de com aussi, parce que typiquement, la Belgique, c'est un pays qui n'a jamais connu les subventions opérateurs, puisqu'elles sont illégales. Et c'est pourtant pas un pays où on retrouve des acteurs type Wiko. Donc ils sont aussi arrivés à un moment où tout le monde a martelé il faut acheter français. Bon, l'ironie, c'est que ça n'a rien de français, mais voilà, ça a marché. Mais on y a cru. Un peu. C'était l'histoire qui était racontée à 5%. Dans tous les cas. À 5%. Donc c'est 5% français. J'y crois à 5%. Et du coup, alors, les gens nous posent la question, on va parler un peu plus de Wiko, après on passera à d'autres marques, mais Wiko, est-ce qu'on peut recommander ces produits? On a testé 3 appareils dernièrement. Derrière, en fait, il faut rentrer dans les détails. Ça appartient à Tino. Tino, c'est pas un gros constructeur en Chine. Hein. Je crois que c'est quelques milliers de salariés. Ça peut être à peine 3000 personnes. 3000 personnes, ouais. Ce qui peut être gros pour la France, mais Ouais, ce qui est ridicule dans le marché à Huawei, par exemple. Ouais, c'est ridicule par rapport à une boîte qui a entre 90 et 150 000 employés. Et même par rapport à des acteurs en Chine, c'est pas une grosse entreprise de Shenzhen. Alors quand on va sur le site de Tino, on a finalement tous les téléphones Wiko qui apparaissent, mais sans la marque Wiko. Et ensuite, on peut retrouver plein de marques au Brésil, au Maroc, en Italie, qui sont des marques qui appartiennent ou appartiennent pas à Tino, mais qui commercialisent les mêmes téléphones avec leur logo. Bah oui, parce que la success story qu'ils ont en France, ils vont essayer de la refaire un peu partout dans le monde. Alors c'est quoi l'objectif? C'est donner des licences à des personnes, des entrepreneurs. La domination totale. Surfer sur une vague initiale avec un produit qui casse un peu les C'était prix. l'arrivée de Free qui a donné un gros boost à l'open market avec des produits double SIM. On l'avait par exemple en tant qu'utilisateur ADSL Free, une SIM à 1 €. Non, gratuite, je crois même. Gratuite, oui, pour les abonnés Free. Donc là, on a envie de la mettre quelque part, cette SIM. Malheureusement, on n'a peut-être pas envie de quitter son abonnement plutôt... Non, en tout cas au début on n'avait pas très envie, donc forcément c'était intéressant de dire je la teste. Sur le phénomène double SIM. Ça pouvait en tout cas être un bon argument. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont enregistré des bonnes ventes. Et Tino est arrivé en disant, peut-être qu'il les avait un peu en tenaille, j'ai envie de dire. C'est peut-être ça ce qui s'est passé. En disant, c'est clair que Wiko, à l'époque où effectivement c'était pour de vrai une entreprise marseillaise, si le fournisseur dit je t'achète ou alors je te fournis plus, bon ok, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu vas aller voir les concurrents de Tino à Shenzhen, qui tout le monde se connaît. Enfin, je pense que si Tino dit non, il y a blocage là-dessus, voilà, les gars ils n'ont plus de téléphone, s'ils vendent plus, ils n'existent plus, il n'y a plus non plus de support, il y a plus, enfin. Voilà, effectivement, on peut en parler du support. Alors moi, d'après les informations que j'ai vues, en tout cas ils le disent, je crois qu'ils le disent clairement, le support client chez Wiko est géré par Wiko, pas par Tino. Par contre, il est sous-traité. C'est ça, il est sous-traité. Alors il y a une équipe française. Nous on a rencontré la responsable du pôle technique au niveau du SAV. Donc on l'a vu, elle existe, elle est bien en France. Mais le problème, c'est qu'on a des gros retours de la part des clients. Alors ça se tasse peut-être un tout petit peu depuis quelques mois, mais quand même, il y a beaucoup de retours. Et donc, il y a un gros problème de code de confiance envers ce genre de marque. Alors moi, du coup, je vais enchaîner, parce que qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir confiance d'une marque chinoise ou pas? Les normes. Les normes aussi, c'est important. On a plusieurs choses à mesurer, le DAS notamment. Parce que les gens, ils pensent toujours au CE européen, mais il n'y a pas que ça dans les télécommunications. Il y a beaucoup de normes qui sont liées aux différents réseaux. Au réseau aussi. Alors là, c'est assez complexe. Je pense que P aussi connaît mieux que moi d'ailleurs à ce niveau-là. Moi, ce que j'achète en Chine, c'est mes slips. Après, les téléphones, je les garde pour les autres. Donc sur les normes qu'il faut appliquer pour qu'un téléphone chinois soit considéré un petit peu plus haut de gamme que les slibars que j'achète, il y a un paquet de choses à dire, mais objectivement, j'ai un peu du mal à croire qu'on peut vérifier l'application de toutes ces normes, donc à savoir le DAS pour l'émission d'onde, les normes CE pour la construction de la coque, etc. Est-ce qu'il y a vraiment la possibilité pour les autorités de vérification de checker tous les modèles de smartphones? La première chose, c'est que d'énormes doutes, quoi. Ces constructeurs chinois, ils ont les mêmes prestataires que les gros constructeurs. Ils vont chez Mediatek, chez Qualcomm,
Qualcomm, ils vont acheter leur écran même chez les Japonais, chez Sharp. Du coup, en termes de composants, on est déjà sur les mêmes composants, donc le reste, ça serait juste... Ouais, justement, souvent, sur une sous-gamme, on retrouve les les téléphones qui n'ont pas passé les tests qualité des constructeurs un peu plus connus, quoi. Donc en fait, c'est un peu comme la nourriture, l'agroalimentaire. On a des produits de bonne qualité qu'on va réserver aux grands constructeurs. Médiocre, et après... les moins nobles, on les... Voilà. Ah, donc ça se passe comme ça. Du moins, il y a ça comme phénomène qui existe, et il y a effectivement aussi des constructeurs qui ont les mêmes critères de qualité pour leurs clients que pour eux-mêmes. Mais voilà, c'est difficile de faire la part des choses entre le constructeur, l'assembleur chinois qui récupère les téléphones qui ne passent pas les tests pour les revendre en marque blanche, et celui qui applique par contre les mêmes tests de qualité pour sa marque blanche. Enfin, c'est difficile de faire la part des choses. Moi personnellement, j'ai pas envie de prendre le risque sur un produit qui se vend 300 ou plus. Alors, je crois qu'on parle de Wiko, mais c'est pas les pires. Il y a pire que Wiko. Tu parlais de Deal Extreme. Sur Deal Extreme, c'est assez hallucinant. On voit des téléphones qui sont des copies conformes qui sont de la véritable contrefaçon. Voire même des iPhones, on a l'impression que c'est un iPhone. Les Galaxy S4 aussi, ils ont pas mal de succès. Hein. Les Galaxy S4. Alors, ce téléphone, on a même vu, ça donne pas envie. Hein. On a même vu récemment que des Wiko eux-mêmes étaient contrefaits. Ouais. Étaient contrefaits. Ah oui, mais c'est Wiko qui a justement informé ses utilisateurs en disant qu'il y avait des contrefaçons Wiko. Sur les batteries, ouais. Alors, sur les batteries. Autant je peux participer à un débat, oui, les constructeurs chinois, est-ce qu'on a confiance ou pas? Autant sur la partie contrefaçon, clairement, pour moi c'est niette, n'achetez jamais une contrefaçon de téléphone. À chaque fois qu'il y a eu des cas de téléphones qui ont pris feu ou qui ont explosé, ça a toujours été parce que quelqu'un a acheté une batterie extrêmement peu chère, sans marque, sur internet. On sait où est-ce qu'elles sont fabriquées, on sait qu'il n'y a aucun test de fait. Il y avait une jeune fille qui avait eu sa cuisse brûlée. Elle avait changé la batterie. Sauf qu'ils ont analysé, Samsung a effectué des analyses et a priori la batterie avait été justement achetée, c'était une batterie alternative qui n'était pas fabriquée par Samsung. Mais qui était censée être certifiée Samsung, en tout cas c'était pas tout à fait visible et je crois qu'elle s'était fait un peu avoir. Et voilà, la même chose s'applique à tous ces téléphones qui reprennent la forme et les couleurs de grandes marques, y compris chinoises, mais qui n'en sont pas. Donc un Galaxy S4, ça ne se vend pas 100 €, un Wiko, ça ne se vend pas 50 €, etc. Donc ça, c'est à vos risques et périls. Ouais, c'est surtout péril. Hein. Voilà. Par contre, il n'y a pas que du mauvais. On a, moi, une marque que j'aime beaucoup, c'est Oppo, on en parlait. Ouais. Oppo, alors Oppo, les gens ne les connaissent pas, mais a priori c'est des... Ils sont pas trop distribués en fait en France. On a un importateur qui s'appelle Oppo Style, qui n'est pas Oppo, mais qui permet d'accéder donc à tous ces téléphones sur ce seul site internet, mais sinon on ne va pas l'avoir chez Rue du Commerce ou je ne sais qui. Et ils ont des téléphones qui sont intéressants, et ils innovent, on en parlait tout à l'heure, ils ont leur propre version d'Android, ils sont capables de proposer des ROM, ils sont capables de proposer des produits avec des designs innovants. Il y a de la matière là pour avoir des produits intéressants. Je trouve Edouard super silencieux, on devrait l'interroger sur le sujet. Edouard, justement, est-ce que tu as une marque chinoise Parce que je sais ce que tu vas me dire, tu aimes pas les marques chinoises. Non, du tout. Est-ce que tu en as une qui sort un peu du lot? Comme je vous ai dit au début, Oppo commence un peu à se démarquer. Il y a Xiaomi aussi. On parlera de Xiaomi, ouais. Parce que justement, il y a Hugo Barra qui était un des grosses têtes. Alors c'est pour ça que tu aimes bien Xiaomi, c'est parce qu'il y a un ancien de Google qui... À peu près, oui. Et non, mais sinon, moi, le fanboy. Moi, sinon, ce serait Huawei, mais toutes les autres marques, ça me fait un peu peur. Huawei, ils m'ont plutôt impressionné avec le Ascend P6, qui ressemblait un peu à un iPhone, mais du bon côté, c'est-à-dire qu'il avait une coque tout en aluminium et surtout une épaisseur, je crois que c'est 6,9 mm. 6,18, il avait été annoncé le 18 juin. Et c'est bien ça le problème sur tous ces constructeurs chinois, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à voir, il y en a très peu qui maîtrisent l'innovation. C'est-à-dire, on a vu que HTC, justement, essayait de se différencier avec de la coque en aluminium. D'autres constructeurs essayent d'avoir... LG et Samsung avec les portables incurvés. Voilà, par exemple, avec des technologies d'écran ou des technologies de batterie. Motorola sur la custom. C'est vrai qu'en Chine, on parle jamais d'innovation.
ils ont Quasiment jamais. on dit que c'est quelque chose que la création manque souvent justement à ces constructeurs-là qui ne savent que copier, piquer les bonnes idées. Et c'est pour ça que c'est pour ça que d'ailleurs qu'on suit très précisément quand un employé, quand quelqu'un d'assez connu dans une marque passe chez un Chinois, parce que justement on espère qu'il puisse donner justement un grand élan. L'étincelle de la création. Justement, en parlant de Xiaomi, c'est un phénomène en Chine. Parce que déjà, ils ont un modèle de distribution qui est un peu différent. Ils commercialisent eux-mêmes leurs téléphones. Du buzz. Et surtout, ils les vendent des téléphones un peu plus chers que les autres constructeurs chinois. Et c'est pour ça qu'ils ont voilà, une image qui est assez collée à Apple. En Chine, on appelle ça le Apple chinois. Ah oui, D'ailleurs, ça ressemble beaucoup les interfaces. Ouais, et le dirigeant, dont je ne me rappelle plus le nom, voilà, c'est comment c'est non, pas par cœur. Lunsan, un truc comme ça. En tout cas, il prend des poses comme les poses de Steve Jobs. On se rappelle en chaussettes blanches et en jean. Il a été extrêmement inspiré. On voit qu'il a lu, on voit qu'il a lu les biographies. Et depuis le début, c'est presque de la copie. Ils font très attention à leur culture d'entreprise, très attention à leur communication. Vraiment, tous les codes qui ont fait l'Apple Mania sont là. Alors Xiaomi, pour le moment, c'est seulement distribué en Chine. On peut les retrouver via des importateurs, même si derrière, la quid du support client, etc. Et même des normes européennes, parce que c'est pas sûr que le réseau 4G soit supporté, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Par contre, Xiaomi, voilà, ont une culture de la qualité. En tout cas, ils parlent de la qualité, ce qui n'est pas le cas des autres constructeurs chinois. Et beaucoup sont honnêtes, n'en parlent même pas. Et Xiaomi, voilà, on parlait de chiffres de vente, eux c'est très impressionnant. Je crois que cette année, ils tapent sur 20 millions d'appareils vendus en 2013, sachant que l'année dernière, ils en ont vendu que 5 millions. Donc, la croissance c'est vraiment une vraie croissance, et quand on parle de 20 millions, c'est rivaliser avec les ventes d'un Samsung, mais c'est tenter de dire, voilà, on est capable de faire la même chose qu'un Coréen qui vend vraiment beaucoup, beaucoup. Et surtout avec peut-être 100 fois moins d'employés. Ouais, et on va parler Xiaomi justement n'est pas une entreprise. Un dernier constructeur qui est aussi très intéressant, c'est Lenovo. Lenovo, il apparaît dans les 5 premiers constructeurs de téléphones, et pour le moment, il est lancé qu'en Chine et en Russie. Voilà, on le connaît, mais on ne le connaît pas. On le connaît dans les PC. C'est le premier constructeur de PC. C'est le seul qui a de la croissance actuellement dans le PC. Donc. Mais voilà, on nous dit, on regarde toutes les études régulièrement, tous les trimestres, ils sont dans le top 5, c'est eux qui sont au top des constructeurs chinois. Sauf que, voilà, on ne s'est pas vendu en dehors de la Chine et de la Russie. Et pourtant, depuis, ça fait 1 an maintenant que le CEO de Lenovo nous dit on va arriver en France. Là, il disait aussi on va arriver en Allemagne. Et pour les États-Unis aussi. Et les États-Unis. Il pourrait faire mal. Ouais. Moi, je préfère ce genre de démarche parce que ça veut dire qu'il y a une vraie stratégie d'entreprise qui dit bon, ben voilà, on a un marché, on s'y colle, il y a des codes culturels, technologiques et autres, on s'y adapte et puis on ouvrira en fonction du succès qu'on a. Mais ça veut dire, moi, ce que j'entends comme message implicite, c'est les terminaux qu'on va lancer en Europe seront des vrais terminaux européens, même s'ils sont conçus et fabriqués en Chine, ils seront à destination de l'Europe, pour l'Europe, et pareil pour les États-Unis. Ça ressemble beaucoup plus à la stratégie qu'un un Samsung ou la stratégie qu'un Motorola qui différencie fortement les marchés. Là, Lenovo, pour moi, on n'est plus du coup dans le constructeur chinois. Enfin, mais bien sûr, on est chinois, on se comprend. C'est simplement, d'un point de vue culturel, c'est très différent. Je suis quand même pas trop d'accord avec toi parce que à l'IFA, c'est donc un salon d'électronique qui a lieu début septembre en Allemagne. Ouais, mais moi, je suis d'accord avec moi. Lenovo, il montrait justement un smartphone Android, et pour une boîte qui est soi-disant censée mettre beaucoup sur ce marché, c'est vraiment des téléphones très très mauvais. Oh, c'était des protos, t'as un peu cru. C'était des protos, ils avaient un téléphone, ils appelaient ça l'iPad, mais avec un HAI. Oh. Ah, c'était une horreur. Non, bon, bah voilà, je retire tout ce que j'ai dit. Bon, pour résumer, on a vu la typologie d'entreprises, en tout cas d'acteurs chinois. On a d'un côté les grands de la télécommunication qui sont des anciennes boîtes publiques, ça doit toujours être le cas. Huawei, ZTE, TCL Mobile. On a également les... j'ai envie de dire les plus ambitieux et ceux qui ont le plus en tout cas, qui sont les plus petits, plus agiles, plus... Voilà. C'est le cas de Oppo,
qui est très connu dans les lecteurs Blu-ray et qui, je l'espère, va faire la même chose avec des produits premium sur le marché des smartphones. On a Xiaomi, croissance assez hallucinante en Chine, et on a également On a Alcatel One Touch aussi, Alcatel One qui est Touch très présent avec chez UCell. les opérateurs maintenant. On l'a vu arriver chez Soch, chez Orange. Il y a ZTE qui est chez SFR notamment, on l'a vu depuis plusieurs années. Enfin, c'est des marques comme ça qui peuvent aussi augmenter leur code de confiance en passant par ces opérateurs qui ont un SAV derrière. Après, on a des marques où la vie est plus mitigée. C'est le cas de Wiko avec Tino derrière. On ne sait pas vraiment sur quel pied danser parce qu'on pense que Tino n'est pas encore assez gros en Chine pour avoir assez de puissance comme les gros fabricants. Certains produits sont bons, d'autres C'est très irrégulier. d'autres très Ouais, critiquables. il y a des problèmes sur les smartphones qui sont un petit peu des problèmes loterie. Sur les uns, c'est la batterie, sur les autres, c'est l'écran. On ne sait pas trop ce qu'on peut attendre de ce type. C'est à cause du manque de vérification, de normes, etc. Et on a de l'autre côté toutes les copies chinoises qu'on peut retrouver chez les importateurs. Et ça sont plutôt, c'est notre avis, il faut le suivre, à complètement Éviter complètement pour Même des sans raisons les de copies, sécurité. Si vous vous rappelez, on a reçu un MySaga. Voilà, à l'intérieur, le store s'appelle App Store avec le logo Apple dessus. Il se tord un peu, il est un peu... Enfin, ce genre de smartphone, mieux vaut éviter aussi. Et c'est là où c'est dangereux pour les consommateurs, parce que beaucoup de ces produits-là arrivent sur le marché français rebrandés avec des marques de distributeurs. Et donc là, il va falloir, c'est aux consommateurs de rentrer dans les détails et de voir qui se cache derrière tel ou tel produit. Ouais, mais c'est Parce que difficile. des fois, on a des belles il y a- surprises. Il y a des dérives. Enfin, quand On avait on vu dit. Carrefour où on a eu énormément de mauvais retours sur des tablettes. Tout à fait, Et- mais même sur des marques où on n'a pas forcément des mauvais retours. Par exemple, Arcos, justement, Arcos, ça vaut plutôt C'est peut-être le bien, prix si qu'on... la Oui, tout à stratégie fait. qu'ils ont est peut-être bien. Mais j'ai un peu du mal quand même avec le concept de... par exemple, on va reprendre le Quechua Phone, qui est vendu en marque blanche. C'est Arcos qui parce que maintenant, le le fournit, métier d'Arcos, mais c'est c'est, pas Arcos qui l'a designé. Là, C'est par pas contre, Arcos si. qui l'a... Enfin, Pardon, ce qu'ils c'est disent en vrai tout cas. Ouais. Il est double SIM, non? Non. Ok, alors- Alors là, pour le coup, Autant je les pour défends moi, pour celui-là je qui back l'ont up designé en là-dessus. France. Ok, Non, d'accord. Mais pour le coup, Mais d'autres, c'est le vrai. nouveau positionnement d'Arcos, c'est de finalement l'intermédiaire entre des distributeurs et les industriels chinois, et du coup de sélectionner les meilleurs industriels, les meilleurs fabricants, pour en Oui. faire des produits les plus stables possibles. Si ça Donc voilà. devient un grossiste de téléphone chinois, c'est quand même dommage. Alors, faut-il avoir confiance dans les constructeurs chinois? Donc, tout le monde a son avis sur la question. Néanmoins, nous pouvons être sûrs de quelque chose, c'est qu'ils ne se valent pas tous. On passe maintenant à la partie application. Après ce débat, notre équipe a travaillé un petit peu et a sélectionné une application à vous présenter. Et je vais commencer par Laure. Oui, j'ai fait mes sons. Ah, Oui, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Rockrunners. Donc c'est un jeu, tout bêtement, un runner assez classique. Il est édité par Shilingo. donc là, on le voit, donc oui, c'est assez On classique. voit à l'écran. Et bah oui, moi je l'ai bien aimé parce qu'on doit rattraper un maximum de gènes, parce qu'il y a des grappins auxquels il faut s'accrocher, parce qu'il faut répondre à des défis dans chaque niveau. Il y en a vraiment beaucoup, il doit y en avoir 400, un truc comme ça. Voilà, éviter des obstacles, réussir à faire chaque niveau dans le temps imparti, avoir 100% des gemmes. Il est gratuit. Il est gratuit. C'est ce que Il est j'allais te gratuit. demander. Alors, à votre place, je dépenserai les 89 centimes qui sont demandés pour éviter la pub. C'est assez envahissant. Est-ce qu'il y a du micro-paiement Il y a du micro-paiement, mais honnêtement, j'ai fait plus des 3/4 du jeu et j'ai pas eu besoin de sortir ma carte bleue et visiblement, je le finirai sans. Est-ce qu'il est aussi addictif que... J'ai fait les 3/4 en 2 jours, donc ouais. Non, il est bien. Bon, on passe à Baptiste. Et Baptiste, tu as quelque chose de plus Spécial. productif, non? C'est ça. Alors non, c'est encore un jeu. C'est encore C'est un jeu. encore un jeu, on aime bien les jeux. Mais moi, j'aime les jeux pour les gens intelligents. Les jeux plus intellectuels. Oh, comment il nous prend de C'est haut. méchant. Vous... Oh. Quel sexisme. Et j'aime bien j'aime les jeux qui sont plus façon casse-tête. Vous vous souvenez peut-être d'Apparatus, qui est une application qui était disponible sur le Play Store il y a quelques temps. Donc l'application s'appelle Principia, et cette fois-ci, ce n'est plus des boules qu'il faut déplacer dans le niveau. Il s'agit d'un petit robot, de plusieurs petits robots de temps en temps qu'il faut amener à destination. C'est plein de casse-tête, on a plein d'outils justement pour amener nos petits robots. C'est à base de planches, de moteurs, de bascules, de ventilateurs. On a encore plein de niveaux. Et c'est gratuit?
C'est pas gratuit, mais c'est pas une application qui justement est saturée de micro-paiements. On a une application et de pub. On a une application à moins d'1 € et les casse-têtes sont vraiment prenants et vous dureront avec une durée de vie pour ce jeu qui est plutôt pas mal. Ok, donc on passe à Pierre-Lévier, t'as un jeu aussi? Ouais, j'ai un jeu qui s'appelle Vector. Encore un jeu? Ouais, c'est aussi un runner. C'est un runner un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'un runner qui s'inspire des mouvements de parcours. Vous savez, cette façon de se déplacer, par exemple, en milieu urbain, Ah oui, c'est marrant. de façon assez efficace et souvent très Ça vous fait esthétique penser aussi. au jeu de Disney Mobile, c'est ça? Non, c'est Mirror Edge que ça s'appelait. Ouais, c'est vrai, Mirror Edge, Disney Mobile ouais. a aussi sorti son... En fait, c'est un genre de Mirror Edge en 2D façon runner et c'est assez stylé, c'est plutôt sympa. Les niveaux se font relativement vite, mais il y en a quelques-uns, excusez-moi, pas mal fait, qui vont vous donner du fil à retordre. Au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir débloquer différents mouvements d'évitement et de franchissement d'obstacles. Bref, c'est un jeu que je conseille. Il y a une version gratuite où on peut déjà s'amuser plusieurs heures et il y a une version complète qu'on peut acheter sur le Play Store. Ok, très bien. Bon, ça fait déjà 3 jeux. Edouard, un jeu? Non, moi, ce sera une application, elle s'appelle Moovit. Alors, c'est en fait une application pour les gens qui utilisent les transports en commun. L'appli RATP, elle est cool, mais pas forcément toujours idéale. Donc, Moovit, en fait, elle va servir à la fois à Paris, mais dans plein d'autres villes en France, mais aussi dans le monde. Il y a Toulouse, il y a Strasbourg, Nantes, Rennes, il y en a plein Ça d'autres. fait le tour du monde, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, une vision du monde un ok, petit on peu. troll. Non, je t'ai dit en France. Après, il y a d'autres villes dans le monde. Il y a aux États-Unis, il y a en Allemagne, il y a bon, peu importe. En fait, cette application, elle est cool parce que dans un premier temps, elle va vous afficher une carte avec la liste de toutes les stations, y compris les bus, les métros, du moins vraiment tous les moyens de transport, alors que sur la RATP, vous trouverez jamais. Ensuite, un des autres éléments cool, c'est que Et vous bâche pouvez. RATP. Ouais, Non, c'est je bâche pas la content, il est RATP. pas Moi, j'aime bien content. l'application Non, je bâche pas la Elle est RATP. pas mal, la RATP aussi. Bah, en fait, T'as les bus? Oui, il y a les bus, mais si tu regardes, il n'y a pas de carte qui t'indique précisément où sont les trouve arrêts. l'arrêt. Ça, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est la une petite surprise qui fait qu'on est en retard à chercher l'abribus. Exactement, et d'ailleurs tu vas pas être en retard avec cette application parce qu'elle propose aussi une navigation un peu comme Google Maps, mais avec à la fois la marche, à la fois le bus, tout ça. Donc c'est Alors, vraiment est-ce une qu'elle est connectée? J'ai vu que la RATP était connectée à Google Maps. On peut faire des recherches liées au transport et ça nous redirige directement vers Google Maps. non, là, il n'y a pas vraiment ça. C'est une appli qui prend ces données sur les statistiques, en gros, de la RATP, mais aussi les retours des utilisateurs. Ok, très bien. Moi effectivement, je l'utilise. Moovit. Et, Elle est gratuite, en fait? Ouais, entièrement. enfin, elle est vraiment adoptée dès les premières minutes d'utilisation. Mais ils gagnent de l'argent comment? Parce qu'elle est vraiment claire et pratique. Il y a de la pub? Non. Après, tout le monde n'a pas forcément non Bon. plus vocation. Business model à trouver. Non, Bah, mais peut-être avec intégrer des nouvelles régies. Entreprise à racheter. Non, Et toi, Ulrich, ton application? Bah, moi, elle n'est pas encore sortie. Parce que j'ai décidé d'un peu innover. Ou comme ça, c'est simple, tu ne peux pas nous la montrer. Par contre, c'est un jeu. Et ici, il y a des images. En D'accord. fait, comme on voit là, c'est Assassin's Creed. Ah, Moi, j'ai acheté la PS4 le week-end dernier. Je l'ai précommandé il y a 7-8 mois. Mais est-ce que tu as pris J'ai économisé depuis Black 2 ans. Flag Non. Donc, depuis que je suis petit, je me suis dit que j'achèterais toutes les PlayStation, donc j'étais obligé de. Et donc j'ai acheté Assassin's Creed 4 et Black Flag, comme tu dis, et j'ai trouvé très impressionnant. Et quand j'ai vu ce trailer de Assassin's Creed sur mobile, ça m'a donné envie. Bon, ok, l'application est gratuite, il y a plein de micro-paiements, mais elle est superbement réalisée et elle sortira dans courant décembre, juste avant Noël. Donc, Ouais, ça le peut- 5 décembre, plus précisément, je regarde. Le combien? 5 décembre. Le 5 Alors, décembre. c'est quoi? C'est un genre de bataille navale, c'est ça? Donc elle sera déjà sortie là. Voilà, c'est une sorte de bataille navale. En tout cas, c'est Assassin's Creed, donc ça donne envie. Ouais, les graphismes Avec des sont belles sympas. licences comme ça. Voilà pour la sélection des applications. La semaine dernière, on vous avait présenté un concours qui s'appelle les Trophées Frandroid 2013. Laure, tu peux nous rappeler ce que c'est? Donc les trophées Frandroid, c'est l'occasion pour vous d'élire le meilleur smartphone de l'année 2013. Donc pour ça, c'est très simple, ça a commencé. On vous propose une sélection des smartphones sortis cette année, donc il y en a une bonne cinquantaine. Parmi eux, vous allez voter pour vos préférés. Il en restera 8 et toutes les semaines, on va en éliminer la moitié. Donc à la fin du mois, il restera le meilleur qui remportera donc la palme pour 2013. Et donc on a, je crois, on a décidé d'offrir le meilleur smartphone Bah oui, pour aux finir l'année, votants c'est de pas la mal quand dernière même. phase. Ouais, tout à fait. du coup, j'espère que ce sera pas un téléphone chinois. Moi j'espère que ce sera un Taïwanais.
En tout cas, j'espère qu'il se retrouvera chez moi. Sauf si c'est un Wiko. Sauf si c'est un Wiko. Voilà, c'est terminé pour la seconde émission d'Androtech. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir suivi l'émission. Je voulais aussi remercier les personnes qui étaient dans l'équipe de cet épisode. On revient la Laure. semaine prochaine. La semaine prochaine aussi Baptiste. Avec un nouveau projet Kickstarter ou Indiegogo. Et puis également Pod qui va nous préparer un super Un nouveau débat. Et puis Edouard, derrière son écran. Ouais, je répondrai présent la semaine prochaine aussi. Au nom de toute l'équipe, je voulais aussi remercier Olivier Rousseau, notre réalisateur. Voilà, on voit sa main, mais aussi Edouard Marquis, qui va lancer sa nouvelle chaîne Tech.tv l'année prochaine. Et donc on vous dit À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Salut.